Nous sommes le 5 juin, journée internationale de l'environnement. Aujourd'hui, nous recevons un invité pour parler de cette grande journée, mais aussi on reviendra sur les questions sécuritaires dans l'Est de notre pays, notamment à Ituri, parce que lui nous vient de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, mais aussi un petit commentaire sur le gouvernement souminois et les caprices de certains députés qui ne pensent qu'à leur ventre au lieu de privilégier l'intérêt supérieur de la nation, donc le petit peuple congolais, parce que tous avons droit aux mêmes privilèges. Le pays n'appartient pas seulement à un petit groupe d'individus. Monsieur Sylvain Aguenoro, bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin, merci pour cette invitation. Ah, merci. Vous venez de l'Ituri. J'aimerais d'abord poser la question, est-ce que les Ituriens vont bien? Bon, disons que l'Ituri est là. La situation est connue de tout le monde. Ça fait plus de 20 ans que l'Ituri vit ces violences que vous connaissez. Mais on fait avec. On fait avec. On estime qu'on ne peut pas sécher l'Ituri puisqu'il y a des problèmes. Très bien. On va y revenir. Alors, d'abord, l'actualité. Vous avez suivi, peut-être depuis quelques jours, vous êtes déjà à Kinshasa, mais il y a ces tractations, ces combines, ces coups bas au niveau de l'Assemblée nationale avec des gens qui veulent voir clair après la publication de ce gouvernement. Un gouvernement que les Congolais attendaient depuis plus de 5 mois. C'est beaucoup. On a justifié cela par la taille du pays. Nous, on n'est pas le Sénégal, parce que le Sénégal, ça a été vite fait. Le gouvernement sorti, telle province n'est pas là, tel parti politique n'a pas eu assez de ministres, et tel autre est bien en bloc, au-delà des assurances de Vital Kamerhe qui tient à investir ce gouvernement le 12 juin ou le 11 juin prochain. Vous, comme acteur politique, quelle lecture faites-vous de ces députés qui tous d'ailleurs sont de la même famille politique, l'Union Sacrée, ils ne sont pas de l'opposition. L'Union Sacrée qui a plus de 400, disons-les, peut-être 50 députés. C'est une majorité très très large et absolue. Crispin, il faut d'abord dire quelque chose. C'est vrai, nous avons organisé ces élections en décembre 2023. C'est plus de 5 mois après qu'on a le gouvernement. On a y attendre. Et aujourd'hui, on a ce gouvernement. J'appelle la classe politique à une prise de conscience collective. Je ne voudrais pas peut-être ici féliciter le président de la République pour les efforts qu'il fournit chaque jour afin que ce Congo se redresse. Mais Crispin, ça c'est mon constat personnel qui n'engage que moi. Il me semble que la classe politique congolaise n'a pas l'idée des défis qu'affronte ce pays. Et pour moi, ça me dérange puisque chaque fois que j'analyse ce pays, d'ici dans quelques jours, nous allons célébrer 64 ans de la souveraineté internationale. C'est beaucoup d'années. De notre pays, ce que les gens préfèrent appeler l'indépendance du pays. C'est dans quelques jours. Dans moins de... Aujourd'hui, nous sommes les 5. Dans moins de 26 jours. C'est-à-dire dans 25 jours, on va célébrer 64 ans de l'indépendance de ces pays. Mais où est le Congo? Je ne vais pas entrer dans les détails. Je sais que j'aurai encore un moment pour venir parler de l'indépendance de ces pays. Ce qui me choque, et je pense que ça choque tous les Congolais, c'est que les hommes politiques congolais ne présentent pas une idée qui doit exposer les vrais problèmes du Congo. Moi, ça m'énerve quand les gens parlent du Congo à terme de gâteaux à se partager. C'est un pays, je l'ai toujours dit, quand j'enseigne mes étudiants dans les universités dans lesquelles j'enseigne, c'est un pays d'urgence, sur tous les plans. Tout est urgent ici. Tout est urgent au Congo. Vous avez eu la chance de circuler, à travers ces 26 provinces du pays. Vous avez une idée de ce que j'appelle urgence. Et même qui sont aux affaires,
est en campagne électorale. Je ne voudrais pas y entrer puisque je ne voudrais pas, M. Crespin, blesser les gens. Je n'ai pas cette intention. Mais ce qui me dérange pour répondre à votre question et ce que les Congolaises et les Congolais attendent peut-être de ma petite réponse, c'est que nous puissions avoir en tête que nous avons un défi à affronter. L'union sacrée pour la nation, aujourd'hui, doit aider le président de la République pour que l'objectif, l'ambition que le président Félix a puisse être accompli dans 5 ans. N'oublions pas qu'il est dans son dernier mandat et que pour le moment, moi j'ai dit, le gouvernement, j'ai dit, c'est un gouvernement de défis. Il faut relever certains défis qui n'ont pas eu à répondre au premier mandat. Et comme vous le savez, je l'ai toujours dit, là, ça faisait 2 ans ou 3 ans, j'étais ici, dans ce studio toujours, je pense, si je ne me trompe pas. J'ai dit pour le Congo, après 64 ans de l'indépendance aujourd'hui, l'Est du pays demeure toujours le thermomètre de la gouvernance du Congo. Donc si l'Est va mal, le pays va mal. Je voudrais dire exactement ceci. S'il arrive qu'à la fin du 2e mandat du président de la République, avec la famille politique que nous avons, l'Union sacrée, il n'arrive pas à arrêter ce drame de l'Est du pays, je crains que les gens disent le président Félix aussi a échoué ces 2 mandats. Je vais un peu faire un petit recul. L'ancien président Kabila a trouvé ce pays déchiré. Hein. Il a fait ce qu'il a pu faire, il a réunifié le pays. Mais à cause de la guerre du M23, quand il partait, il y a une frange des Congolais qui ont pensé qu'il n'a pas réussi à gérer ce pays. Pourtant, il avait beaucoup fait. N'oublions pas que le président Kabila a pris ce pays pendant que c'était déchiqueté. On vient de la guerre de l'AFDL. Et il a fait l'effort de réunifier le pays. Mais seulement à cause de ce jeu du M23, il y a des gens qui ont pris l'ex-président, le sénateur à vie, l'honorable Joseph Kabila, comme un mauvais. Et je dis aussi, puisque M. Crespin, nous devons quitter cette peau pour flatter les gens. Je dis aussi, le président Félix Tshisekedi a un défi à relever. Je me souviens lorsqu'il battait encore campagne pendant son premier mandat, et il a consolidé ses discours pendant sa campagne dernière, c'est que sa priorité c'est la sécurité à l'est du pays et le bien-être des Congolais, puisque notre président de la République vient de la famille politique qui s'appelle l'IDPS, et pour eux, c'est le peuple d'abord. Alors, est-ce que les ministres qui sont nommés aujourd'hui, puis c'est ça votre question, est-ce que ces ministres sont conscients du fait qu'ils doivent d'abord résoudre les problèmes des Congolais que les problèmes de partage des postes politiques? Est-ce que tout ça n'est pas lié, peut-être avant de parler d'Ituri, est-ce que tout ça n'est pas lié à cette majorité qui a été fabriquée un peu à la va-vite? Je parle lorsqu'il y a eu divorce FCC Cash. On a ramassé des gens juste pour fabriquer une majorité et que tous n'étaient pas dans la même idéologie des choses. Que maintenant, chacun, vous savez, comme quand on dit, lorsque vous pouvez porter un habit, on dit l'habit ne fait pas les moines. Et donc la personne, la vraie personne, vous pouvez jouer à l'hypocrisie, n'est-ce pas? Mais la vraie personne finira par sortir. Parce que ce n'est pas cette affaire qui complique aujourd'hui la tâche, notamment au président Tshisekedi, alors qu'il a une majorité, mais une majorité plus ou moins avec des acteurs très têtus. La réalité politique de notre pays est complexe. Au début de l'émission, déjà, tu soulevais la question de la grandeur du pays. Moi, j'ajoute à cette situation complexe le nombre de partis politiques que nous avons dans ce pays. Plus de 1000. Plus de 1000 partis politiques. Alors, dites-moi, plus de 1000 partis politiques, mais on a 50... Si c'est trop, c'est 60 postes ministériels. À qui donner et à qui ne pas donner. Donc, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que c'est au niveau de la responsabilité politique de la classe politique congolaise. Il me semble que nous ne sommes pas conscients de notre responsabilité vis-à-vis de l'avenir du Congo. Et je trouve ça très drôle, puisque plus de 64 ans aujourd'hui, je ne comprends pas comment l'homme politique congolais ne peut pas comprendre qu'il doit agir avant tout pour
l'intérêt du Congo et non pas pour son propre intérêt. C'est comme ça, d'ailleurs, je continue à marteler. L'Union sacrée pour la nation doit aider le président de la République. Je dis bien doit aider le président de la République afin que son deuxième et dernier mandat s'exécute avec toutes les assurances. Puisque, laissez-moi vous dire, Christian, moi je suis allé à Campagne en 2023, j'ai écouté les messages de tous ceux qui ont accompagné l'actuel chef de l'État. Et je pense que le moment est venu pour qu'il puisse maintenant mettre ça en application autour du gouvernement dans lequel il se retrouve. Puisque, je vais être clair, s'il faudrait qu'on mette des ministres par parti politique, par regroupement politique, le Congo devrait avoir un gouvernement de 500 ministres. Ce qui n'est pas possible. Donc, il est normal que pendant ces 5 ans, même ceux qui auraient aidé le chef de l'État pendant sa campagne ne se retrouvent pas dans les affaires, mais il faut garder sa position pendant la campagne électorale et accompagner les gouvernements en place. Madame la Première ministre a besoin du soutien de cette classe politique, de cette union sacrée. Et j'ajoute, de tous les Congolais. Si nous savons que nous avons des défis, et moi je donne 2 ou 3, d'abord la question de l'insécurité à l'est du pays, et deuxième chose, la question de l'économie, puisqu'il faut revitaliser l'économie de ces pays, et 3, il faut replacer l'identité congolaise en Afrique et au monde. Pour moi, ce sont les 3 grandes priorités sur lesquelles ce gouvernement doit travailler, et nous devons nous dépasser, il faut surpasser les intérêts individuels, mais plus voir la nation, puisque je dis et j'estime que c'est important, avec ce mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, il faut faire l'essentiel pour replacer le Congo dans les concerts du continent africain et du monde. Si nous les ratons, à 2028, nous allons commencer à zéro. Alors, de manière brève, avant de parler environnement, parce que c'est ça même notre thématique, vous aviez épinglé ici quelque chose en disant que si l'Est n'est pas pacifié, parce que c'est les thermomètres, hein, par rapport au bilan de tous ceux qui gèrent ces pays depuis que l'agression a commencé, si l'Est du pays n'est pas pacifié, c'est que Tshisekedi a échoué. Et cette question de l'insécurité dans l'Est, prenons l'exemple de la province de l'Ituri. Cette province est sous état de siège depuis plus de 2 ans maintenant. Il y a eu aussi des travaux à Kinshasa, des colloques, je ne sais pas si vous y étiez aussi, avec des notables, des élus, pour lever une option. Est-ce qu'on peut supprimer cette affaire de l'état de siège? Est-ce qu'on peut renforcer? Est-ce qu'on peut maintenir l'état de siège? Beaucoup d'acteurs dans la région, en tout cas de l'Est, étaient tous, en tout cas de manière unanime, hein, pour la lever l'état de siège. Pourquoi? C'est la grande question que je vous pose, vous qui venez de là-bas. Pourquoi ils étaient dans cette position-là? Et puis, de deux, en Ituri, il y a beaucoup de groupes armés locaux, pour ne pas évoquer ceux qui viennent de l'étranger. Est-ce que les gens n'ont pas pris habitude à ça comme un mode de business? Semble-t-il, quelqu'un même en rigolant me disait que dans l'est des pays, au Nord Kivu, à Ituri, avoir un groupe armé est un bon investissement. Qu'est-ce que vous dites? D'abord, par rapport à la première question, pourquoi les gens ou les Ituriens, et Crispin, excusez-moi, je vais associer ce débat avec la situation du Nord Kivu. Pourquoi l'Ituri et le Nord Kivu voulaient qu'on puisse lever l'état de siège? Puisque, après avoir évalué la mise en place de l'état de siège, plus de 2 ans après, on s'est rendu compte que les résultats attendus n'ont pas été atteints. Ça veut dire le président de la République, dans ses ordonnances décrétant l'état de siège, a donné mission aux autorités de l'état de siège d'éradiquer les groupes armés. C'était ça la mission. La mission n'était pas pour assurer un développement infrastructurel tel que nous le vivons aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs positif pour nous. On peut féliciter les dirigeants de l'état de siège par rapport à l'aspect développement. Mais l'objectif primaire de l'état de siège était d'éradiquer les groupes armés et de restaurer l'autorité de l'État dans cet espace criblé par les groupes armés. Ce qui n'a pas été fait. Et c'est comme ça, je peux rassurer aujourd'hui tout le monde d'ailleurs qui m'écoute, c'est que pour le Nord Kivu et l'Ituri, l'état de siège doit être levé. Et nous savons que ça sera fait. Et peut-être pour vous compléter, qu'est-ce que vous proposez
Quelle est la solution maintenant, selon vous? Avant de répondre à la deuxième question concernant les groupes armés locaux qui sont nourris par certains notables et même des élus d'ailleurs, parce que c'est lui qui me disait ça, il venait aussi de là. Donc il en savait un peu plus sur les gens qui sont ici, qui sont dans l'armée, qui sont sur place, qui font les affaires avec les groupes armés. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? Je viens sur cette question des groupes armés. Mais déjà, moi, en 2022, j'avais déjà proposé pour l'Ituri et pour le Nord Kivu un plan. Les problèmes de l'Ituri et du Nord Kivu, c'est un problème vraiment de gouvernance, des aspirations profondes des populations de cette partie du pays, dont les aspirations, excusez-moi pour la tautologie, se retrouvent dans la rue. Et c'est comme ça, moi j'ai dit, il faut mettre en place une gouvernance politique axée sur les résultats avec un programme du type plan Marshall pour gérer les aspirations sociales, économiques, politiques du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce sont des coins de la République qui ont tout sur le plan des richesses naturelles et qui ont toutes les capacités de pouvoir décoller, mais dont malheureusement, il y a des personnes mal intentionnées qui créent des blocages volontaires, et ceci malheureusement par des fois la volonté des propres fils de ces côtés. La plupart des cas, nous avons eu des dirigeants qui n'ont pas aidé l'Ituri, comme le Nord Kivu, à les gérer correctement. Je vous donne le cas de l'Ituri. Et ça, vraiment que les gens puissent m'excuser, puisque c'est une vérité. Lorsque vous êtes dans une province qui a des ressources naturelles telles que l'or, telles que le pétrole, mais que toutes ces richesses naturelles ne bénéficient pas à l'éclosion économique, au développement socio-économique de la population, mais que certains individus, où qu'ils se placent, qui qu'ils soient, utilisent toutes ces ressources pour s'enrichir et appauvrir cette population, voilà aujourd'hui, les gens ont pris les armes. Je ne les encourage pas. Ces gens sont des mécontents. Laissez-moi vous dire, il y a des personnes frustrées en Ituri, il y a des personnes frustrées à l'est du pays. Et ce sont ces frustrations qui créent des comportements nonchalants. Donc là, vous rejoignez un peu Tata Cardinal qui disait, ceux qui vont dans la rébellion, ceux qui vont dans les groupes armés, ce sont les frustrés parce qu'ils n'ont pas trouvé leur part dans ce qu'on a appelé gâteau. Moi, je ne rejoins personne. Tout ce que j'explique, ce sont des faits que nous vivons. Et vous savez que, comme je l'ai dit, j'ai été avec vous ici plusieurs fois. Je l'ai toujours rappelé. L'Ituri, parlons d'abord de l'Ituri. L'Ituri, à un moment donné, a connu le vide de gouvernance. C'est ce que j'ai dit. Les aspirations profondes des Ituriens n'étaient pas gérées. Même chez vous à la maison, si vous ne gérez pas les besoins profonds de vos enfants, de votre femme, elles vont se retrouver chez les voisins. C'est ça la situation de l'Ituri. Donc, vous avez posé la question autour de la proposition. Pour moi, une gouvernance politique du type plan Marshall qui a été établi quelque part, et vous connaissez, ça va permettre à ce que les besoins sociaux, les besoins économiques, les besoins politiques des Ituriens soient pris en compte et que l'Iturien se sente concerné par la gestion de sa province et les choses vont avancer. Aujourd'hui, tous ceux qui se battent là-bas, c'est puisqu'ils se retrouvent nulle part. Alors, les groupes armés, vous avez posé la question. Est-ce que c'est devenu un business? Je suis très convaincu, M. Crispin. Je suis très convaincu que les groupes armés pilulent en Ituri à l'est du pays, tout simplement parce que notre système de sécurité laisse les couloirs. Et c'est là où je suis d'accord avec le président de la République, lorsqu'il avait dit qu'elle est tabouna chez moi, c'est qu'il se rend compte qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, quelqu'un l'avait dit, si la situation sécuritaire ne change pas, c'est que nécessairement dans les systèmes de l'appareil sécuritaire, il y a un souci. Pour moi, il faut la force, il faut la frappe, et nous sommes déjà heureux puisque nos forces armées de la République sont en train de prendre un élan. Nous sommes en train de voir, on ne peut pas en parler à la télévision. Monsieur Crispin, que les groupes armés soient un business ou pas, ce sont des trucs qui doivent être arrêtés puisque c'est illégal. Et pour moi, la seule personne qui a la puissance de l'arrêter, c'est l'État. Merci. En tout cas, on va évoluer, sinon on va consommer tout le temps sur cette question qui est très vaste avec l'insécurité dans l'Est du pays. Alors, un petit mot en passant, avant de parler environnement aussi. Il y a eu l'élection des sénateurs en Ituri.
nous avons suivi un audio devenu viral où un monsieur s'attaque au sénateur Idi Tabani comme un sujet étranger. Cette question de qui est étranger, qui ne l'est pas, ça pose problème dans l'Est du pays à cause de ces mixages, les gens se marient entre eux. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait identifier réellement qui est congolais, qui ne l'est pas dans l'Est de mon pays? Je prépare d'ailleurs une conférence KTC, puisqu'il faut lire la loi sur la nationalité, mais aussi il faut lire l'article 10 de notre Constitution. La question est claire. Mais par rapport à l'honorable sénateur Idi Tabani, nous avons déjà dit, et je le répète, ses compatriotes qui a fait cet audio, nous sommes en train de les chercher, puisque... il n'a pas dit la vérité, lui? L'honorable sénateur Idi Tabani a un cabinet, un bureau qui travaille, puisque je vais d'abord rappeler quelque chose. Les articles 11, 12 de la Constitution et les articles 17 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme protègent la personnalité humaine, protègent l'honneur et la dignité de l'être humain. Donc, ce qui a été fait contre le sénateur Idi Tabani est condamnable, puisque le sénateur Idi Tabani, c'était dignitaire, c'est un sénateur, il a droit à une protection, conformément d'ailleurs à l'article 11 que je viens de citer, tous les Congolais sont égaux devant la loi et l'État a l'obligation de les protéger. Cet audio fait partie d'un travail au sein du cabinet du sénateur. Et j'ai dit ce que je sais, puisque les gens ont pris la largesse expressive pour injurier les gens et s'attaquer à l'honneur et à l'intégrité personnelle, à la personnalité des gens, ce n'est pas normal. Monsieur Crispin, et ça doit être compris même par nos téléspectateurs, aujourd'hui la loi sur le numérique est claire. Si on estime que M. Sylvain n'est pas congolais, qu'il soit burundais, qu'il soit rwandais, il faut que les lois du pays l'attestent et non pas un audio d'un individu. Alors, je reviens sur ma question. C'est pour passer vite. Avec tout ce qui est comme mixage, il y a des gens qui se marient, des gens qui... Il y a des Congolais au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, en Centrafrique, au Soudan du Sud, qui viennent faire les affaires ici. Il y a des Congolais qui vont de l'autre côté. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'identifier dans l'Est qui est Congolais, qui ne l'est pas? Ce n'est pas seulement dans l'Est. Le problème est national. Monsieur Crispin, moi je souhaite qu'on revienne sur cette question, mais je vais donner une réponse rapidement. Le problème du mixage est d'ailleurs constitutionnel. Vous savez que notre constitution dit que chaque Congolais est libre de se marier à une personne de son choix, et ça donne la liberté à se marier à une personne de nationalité de son choix. L'enfant qui est né devient qui? C'est une question importante. Je vais rappeler une disposition très importante de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que chaque citoyen a droit à avoir une nationalité, et c'est le même article 10 de notre Constitution. Et vous savez que la RDC a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut qu'il y ait un débat national autour de cette question de nationalité au Congo. Puisque vous savez, à un moment donné, il y a eu ce moratoire sur la nationalité congolaise et tout. Mais le débat n'est pas fait d'une manière responsable. C'est comme ça, moi je suis en train de travailler à travers mon ASB, les ambassadeurs de bonne volonté. Je vais proposer à quelques sénateurs et quelques députés nationaux qui sont ici à Kinshasa que le débat sur la nationalité congolaise soit mis sur la table. Il y a des Congolais aujourd'hui qui ont 2-3 nationalités, nous les connaissons, mais on ne sait pas les citer. Est-ce qu'il faut que nous gardions l'exclusivité de la nationalité congolaise? Est-ce que nous pouvons élargir la question de la nationalité à d'autres nations? Puisque, je vous dis, il y a des hybrides congolais qui sont là. Et cette question est connue, M. Crispin. On ne peut pas... Écoutez, si nous voulons changer ces pays, un jour je vous dirai, je suis d'accord que la constitution du pays change sur certaines questions que je trouve importantes pour la stabilité et l'avancement de ces pays d'ici 2050-2100. Vous êtes président d'INONG qui s'occupe de l'environnement. C'est la journée de l'environnement aujourd'hui. Je suis content que vous avez porté ma couleur, la couleur verte. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec cette thématique, donc restaurons les droits des communautés sur les terres par une gouvernance politique irrécusable afin de bâtir une paix durable. Donc, pour bâtir une paix, il faut tenir compte de la qualité de notre environnement. Qu'est-ce que ça veut dire cette thématique ou ce thème? Dans mon communiqué, nous ne disons pas mon communiqué, mais le communiqué de mon organisation, nous disons il faut restaurer l'autorité sur les terres des communautés pour que
nous puissions avoir la paix. Vous savez, le Congo a un problème. Nous venons de parler de l'Ituri, il y a aussi les Nord Kivu. Le problème, c'est le problème des terres. S'il y a la guerre à l'est du pays, c'est puisqu'il y a des gens qui veulent avoir l'autorité sur notre terre. On parle du M23. Maintenant, ça fait très longtemps, les codes fonciers et tout, on a ravi la puissance des communautés sur les terres. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous avons eu un président ici, le président Mobutu, qui a laissé l'autorité coutumière, disons la puissance de l'autorité coutumière sur nos terres. Et c'est comme ça, les Zaïre de l'époque, le Congo d'aujourd'hui, étaient protégés. Mais le pouvoir coutumier est presque dans la rue parce que maintenant ils sont ici à Kinshasa, des chefs coutumiers, avec des fardes, cherchant les arrêter au niveau du ministère de l'Intérieur. Ils ne sont plus dans leurs cases, ils n'ont même plus les pouvoirs ancestral. En tout cas, pour m'en parler, ils n'en ont plus. Les chefs coutumiers aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans ces pays? Parce que on a tout désacralisé en tout cas. Je suis en train de proposer la révisitation de la loi sur le pouvoir coutumier au Congo. Puisque c'est cette loi qui pose problème. Si les gens ne le disent pas, on est en train de détrôner l'autorité coutumière pour la pousser à l'amour de la politique et de l'administration. En attendant, il abandonne ce pouvoir coutumier, d'ailleurs, qui est le garant de la sécurité de notre nation. Est-ce que vous savez que le pouvoir d'un président de la République, le pouvoir politique est assis sur le pouvoir coutumier? Maintenant, pour casser un pays en Afrique, ce qu'il faut faire, il faut assassiner l'autorité coutumière, comme ça, tout devient la jungle. Moi, je suis contre cette histoire où il faut assimiler à l'autorité coutumière l'administration et la politique. Non, il faut laisser l'autorité coutumière demeurer autorité coutumière pour garder le temple qui s'appelle le Congo, ça veut dire avoir le pouvoir sur le Congo. Donc, si je dis qu'il faut mettre en place une politique de nature à donner l'autorité coutumière sur nos terres pour que le Congo soit protégé, c'est effectivement remettre le pouvoir du chef coutumier sur sa terre avec sa communauté. Alors, la dernière question, avant de nous séparer. Aujourd'hui, on nous appelle pays solution par rapport à notre forêt. À chaque réunion sur le climat, il n'y a que ça qu'on nous brandit. Les menaces, ça ne paye plus aucun franc en contrepartie par les pays pollueurs qui sont connus, qui sont nombreux. Le Brésil a eu gain de cause, l'Indonésie, la même chose. Dernièrement, l'Afrique du Sud, les Congos, toujours dans des promesses. Qu'est-ce qui manque aux Congolais de revendiquer plus, alors que nous sommes ces pays solutions avec cette grande forêt? Dans une conférence à Kisangani l'année passée, je pense que c'était au mois d'octobre, nous étions dans un colloque à niveau de Kisangani, j'ai dit aux gens, les problèmes congolais, c'est le problème de leadership. Nous sommes faibles. Nous avons un gouvernement et dans ce gouvernement, il y a les portefeuilles qui se chargent de l'environnement. Comment se fait-il que, je prends l'exemple de la Chine, qui paye la pollution de l'environnement, même les États-Unis. Mais cet argent, ces taxes qu'on paye pour réparer la pollution environnementale, pourquoi le Congo n'accède pas à ces fonds? Ou alors si le Congo accède à ces fonds, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la mégestion de ces fonds, les détournements. Je vous ai dit ici, M. Crispin, le gouvernement Judith, que d'ailleurs moi j'accompagne à ma manière, c'est un gouvernement de défis. Les acteurs qui sont les ministres, aujourd'hui ne doivent pas se réveiller. La question de l'environnement que vous venez de poser, M. Crispin, c'est la vie ou la mort. Mon association, les ambassadeurs de bonne volonté, avec les autres, puisque nous, au niveau de l'Ituri, nous sommes dans un consortium, et même ici, je suis venu à Kinshasa aussi dans le cadre de créer des contacts pour avoir un consortium national, puisque 100 ans, d'ici 2104, le monde vivra de l'environnement congolais. Alors il faut... D'ici 120 ans. D'ici 100 ans. Ok. Il faut que nous ayons un gouvernement qui mette en place un programme irrécusable sur la gestion de l'environnement. Tu sais, M. Crispin, et ça peut-être ça peut surprendre les gens, seulement notre environnement peut financer 70% du budget congolais. Si nous y mettons du sérieux. Le problème, c'est que nous passons assez de temps en faisant des voyages, mais on n'a pas un programme de la recherche de financement et aussi
il semble que nous ne sommes pas tellement convaincants avec nos projets que nous présentons aux partenaires. Pourtant, ce n'était pas à négocier. Le Congo ne peut pas négocier les fonds verts. Le Congo, ça veut dire que chaque fois qu'on débloque les fonds verts, le Congo devait avoir un droit de veto. Mais on n'en a pas toujours. Vous avez évoqué les manques d'un leadership fort. Vous avez peut-être raison. Peut-être que Mme Bazaïba, qui a été reconduite, n'est-ce pas, à l'environnement, pourra changer, n'est-ce pas, des stratégies pour arracher un gros lot dans ce que payent les pays pollueurs. Merci Sylvain pour cet entretien. C'était très, très capital. Merci. Je vous dis à bientôt. Merci Peut-être beaucoup. pour notre question, notamment sur cette identité, parce que ça pose problème. Les gens sont parfois qualifiés par rapport à leur morphologie, à tort ou à raison, je ne sais pas. Je ne suis pas dans ces considérations-là, mais il faudra que ça soit clair pour ne pas frustrer les uns les autres. Si je peux dire à 10 secondes, le problème congolais, c'est un problème de personnalité. Et c'est ce qui fait qu'on laisse l'objectif pour les inessentiels. Les jours où nous allons comprendre que nous sommes Congolais, on va éviter ces petites questions raciales et on va avancer. Merci. Mon deuxième invité pour parler Congo central, c'est tout de suite.